29 degrés ressentis à Menonté environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Décès ce jeudi de Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, s'en est allé à 77 ans dans la capitale française. Il serait mort des suites d'une maladie. Les précisions à suivre. Ouverture du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Plus de 2000 collectivités territoriales sont invitées à ce rendez-vous de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, les leviers de relance. Dans un contexte démocratique de crise géopolitique, économique et de transition sont le point culminant de cette rencontre. Et puis, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO organise un atelier régional pour le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales de mutualisation dans les pays de l'UEMOA et au Tchad. Cet atelier se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional pour la formation professionnelle. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonjour. La mauvaise nouvelle est tombée dans la soirée d'hier. L'ancien patron de la Confédération africaine de football est décédé à l'âge de 77 ans. Selon les informations relayées par plusieurs médias, il serait mort dans la capitale française des suites d'une maladie. L'homme a dirigé l'instance fêtière du football africain pendant 29 années, c'est-à-dire de 1988 à 2017 et même en 2017. Il s'est à nouveau présenté aux élections pour sa propre succession, mais va malheureusement connaître une défaite face à l'Algérien Hamad Ahmad, le prédécesseur de Patrice Motsepe à la tête de l'instance. Il n'a pas dirigé que l'instance du football africain. Le Camerounais fut également d'octobre 2015 à février 2016 à la tête de la FIFA en tant que président par intérim suite à la suspension de Sepp Blatter, président d'alors. À noter que dans son pays natal, Issa Hayatou a aussi dirigé le football camerounais en tant que président de la Fédération camerounaise de football. De retour au Bénin, diverses sont les perceptions qu'ont les citoyens sur comment passer un week-end. Si c'est un moment de repos pour certains, c'est le moment de se divertir pour d'autres. Comment le Béninois passe-t-il son week-end? Une problématique pour laquelle une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques lieux de distraction pour avoir plus de précision sur comment les Béninois se divertissent en fin de semaine. Voici le reportage de Candide Rourintor. En week-end, la majorité des Béninois priorisent le divertissement en lieu et place du repos. C'est le moment pour jeunes et vieux d'effectuer des sorties entre amis ou copains pour laisser leur corps et leur organisme s'épanouir. Au cours du week-end, je m'en vais dans les places publiques pour me relaxer, pour me divertir, pour une distraction, pour relaxer le corps. Pour me divertir, souvent, je me promène avec ma famille, ma petite famille. Nous choisissons, ça dépend du week-end, nous choisissons par exemple un lieu d'attraction pour nous divertir. Pendant le week-end, je vais rendre visite à la famille par exemple, puisque en semaine on est au travail. Je fais les plages, on organise des activités communautaires avec des amis. Déjà que nous sommes à Cotonou, il y a la plage, il y a plusieurs lieux publics. Donc la soirée, on prend l'initiative d'aller prendre de l'air à la plage. Dans le lot de ceux qui choisissent se divertir que de se reposer, bon nombre de gens sont attirés par la plage, la place de l'Amazone et autres. D'autres, par contre, se tournent vers les salles de cinéma pour se faire plaisir en week-end. Généralement, les samedis, dans l'après-midi, on peut sortir comme sur un lieu comme celui-ci, ou bien chercher à voir un film, en l'occurrence par exemple à Canal Olympia. Mais Canal Olympia aujourd'hui quand même fonctionne aussi et beaucoup de jeunes s'y rendent. Parfois le cinéma, et bon, de temps à autre, pour les salles qui sont encore fonctionnelles, bien sûr. Malgré toutes les potentialités attrayantes que dispose la ville de Cotonou, on constate le manque d'infrastructures, de distractions notamment, les salles de cinéma et d'espaces de divertissement. J'ai connu au Pôle que j'ai beaucoup aimé.
En temps, je regardais beaucoup les films hindous à Opaoloa. Il y a aussi Ciné Le Bénin, mais qui est aussi Ciné Concorde, voilà, à l'entrée d'Akwakwa là-bas. Mais ces salles-là, je pense qu'elles ne fonctionnent plus. On ne sait pas pourquoi, mais il serait intéressant quand même que ces salles, qui sont quand même des promotions de nos pays, puissent être réactivées et puissent servir d'instruments de distraction aux populations. Ce serait très intéressant. On remarque quand même que depuis un moment, on a quelques besoins dans ce sens-là. Il n'y a plus assez de salles de cinéma ou de parcs d'attractions. Autrefois, on était marqué par le cinéma Concorde, par exemple, ici à Cotonou, ou le cinéma Ira à Cari à Porto Novo, dans le passé, mais aujourd'hui, on n'a plus ces salles de cinéma qui nous manquent grandement. Je me rappelle, ça doit être il y a 5 ans, 6 ans de cela, les soirs, on allait au cinéma. Mais depuis un bon moment, j'ai remarqué qu'il n'y a plus la présence effective de ces salles de cinéma dans les villes de Cotonou, Porto Novo et consorts. Or, il y a un moment, moi j'ai fait le Burkina, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Niger, mais quand je suis revenu au pays, je ne trouve plus la présence de ces salles chez moi. Et ça me frustre beaucoup. Vous voyez, maintenant, normalement, je devais faire le programme d'aller regarder un film, mais c'est absence de cela que je suis venu ici. Vous me voyez ici à la place Amazon. Vous voyez, s'il y avait un programme qui était programmé sur peut-être Cinéma Vogue ou Ciné Concorde, j'allais peut-être faire le programme d'y aller dans la soirée. Pour un divertissement plus attrayant à l'avenir, les citoyens béninois pensent qu'il faut rouvrir les salles de cinéma qui sont fermées et fournir encore plus d'efforts dans ce secteur pour un bon épanouissement de la population et de la jeunesse. Cotonou accueille depuis hier le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. L'événement offre un cadre de discussion à 2000 collectivités territoriales avec une présence effective de près de 800 acteurs de développement à la base. C'est l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique qui organise ce grand rendez-vous de 3 jours. Le thème est axé sur les leviers de relance dans un contexte démocratique de crise géopolitique, économique et de transition. William Cliquant pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. Un forum qui crée le débat autour des enjeux actuels de la démocratie participative dans les collectivités territoriales, avec autour plus de 800 acteurs. 3 jours pour écouter les critiques et solutions proposées par la recherche universitaire, entendre le son de cloche des experts de la gouvernance locale dans la société civile, puis découvrir les bonnes pratiques et expériences enrichissantes enregistrées ça et là. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063. Ceux qui seront là encore en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ça pose le défi de comment nous allons travailler avec eux pour ancrer en eux toutes ces valeurs de la démocratie, toutes ces valeurs de la citoyenneté, toutes ces valeurs de la démocratie et de la décentralisation. Au volet scientifique et pratique, le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique est un laboratoire de la gouvernance à la base. Les défis liés au concours de crise de tous ordres et aux différentes transitions en cours dans le monde vont y être discutés dans le but d'identifier des portes de sortie. Nous devons également évoquer les défis qui sont les nôtres, la résistance au changement, le manque de ressources et la nécessité de former et de sensibiliser davantage de citoyens et de leaders locaux afin d'asseoir une vraie démocratie participative dans nos territoires. Mais chaque défi est aussi une opportunité de renforcer nos pratiques, d'innover et de construire des alliances solides pour une démocratie participative durable. Je voudrais souhaiter que ces échanges fructueux apportent
encore plus de consolidation, encore plus de prise en compte des aspirations profondes des populations qui sont liées à cette gouvernance locale et qui sont par cette gouvernance locale liées à la gouvernance générale des États et des nations. L'Observatoire international pour la démocratie participative en Afrique, organisateur du FIDEPA 5, couvre 31 pays, 61 universités, avec 222 organisations de la société civile accréditées. Atelier régional pour le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales de mutualisation dans les pays de l'UEMOA et au Tchad. La session qui s'est ouverte ce jeudi à Cotonou est organisée par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, partenaire de mise en œuvre du PROFOR, entendez, programme régional pour la formation professionnelle. Cet atelier est le 3e du genre après ceux de Lomé et Dakar et s'inscrit dans le cadre des activités de mise en œuvre du PROFOR. Les travaux qui durent 48 heures ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Wouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Après l'atelier de Dakar tenu en janvier 2024, qui a permis de réaliser le document des bonnes pratiques de formation duale, une vingtaine d'acteurs du domaine de la formation professionnelle se retrouvent à Cotonou. Cet atelier régional porte sur le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales de mutualisation dans les pays de l'UEMOA et au Tchad. L'atelier qui démarre ces jours a pour but, par la présentation du document de Dakar, de partager les bonnes pratiques de formation duale avec le réseau des entités nationales de mutualisation. Au lieu d'éditer le document en l'état, le RAFPRO a fait l'option de l'enrichir en le complétant par les expériences de bonnes pratiques de formation duale dans les pays absents à Dakar, à savoir le Mali et le Niger. Celles des autres pays qui n'auraient pas été présentés lors du précédent atelier pouvant être rattrapées à l'occasion. Le programme régional pour la formation professionnelle PROFOR est le fruit de la mutualisation des actions entre la Commission de l'UEMOA et la coopération suisse. En effet, face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les systèmes d'enseignement et de formation professionnelle de ces pays, le PROFOR est intervenu comme une solution pour accélérer le développement de la formation professionnelle et assurer une plus grande employabilité des jeunes. Ceci suite au diagnostic réalisé en 2012 dans l'espace UEMOA. L'opération de ce jour témoigne à n'en point douter de la ferme volonté des 9 pays de l'UEMOA et le Tchad de se doter de dispositifs innovants de formation professionnelle, efficients et adaptés au marché du travail et à l'économie de ces pays, en s'appuyant sur les acquis de recherche-action effectués au niveau de la sous-région sur des thématiques de formation professionnelle. L'atelier est organisé par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, partenaire de mise en œuvre du PROFOR. Créé en septembre 2006 à Cotonou, avec l'appui du Bureau international du travail, le réseau est chargé de la mise en œuvre d'activités, dont celle d'accompagner la mise à l'échelle et la diffusion des bonnes pratiques de formation duale dans les 9 pays. Le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales et mutualisation ENM dans les pays de l'UEMOA et le Tchad trouve donc tout son intérêt en ce sens qu'il permettra leur dynamisation pour le renforcement et le renouvellement de l'offre de formation professionnelle avec les métiers émergents. À l'issue des travaux, il est attendu que les bonnes pratiques de formation duale soient identifiées au sein du RAFPRO et partagées entre les membres du réseau avec les entités nationales de mutualisation. Ensuite, que le rapport soit produit et édité après la tenue de l'atelier de Cotonou. Nous parlons à présent de la lutte contre les violences basées sur le genre qui continue d'occuper les discussions. Cette réalité sociale qui bafoue les droits des travailleurs préoccupe les organisations. L'ONG We Social Movement
a dans ce cadre organisé un séminaire du 2 au 4 août 2024 pour sensibiliser, former et donner des informations sur comment aborder les questions de violence basées sur le genre. Suivez pour plus de détails ce reportage signé Marlène Azinogbe et Rachidi Soubero. Séminaire de prise de conscience et de sensibilisation axé sur les violences basées sur le genre. C'est autour du thème « Femmes, syndicats et nouveau contrat social en Afrique » que va s'articuler les réflexions. Visant à prévenir sur les VBG, cette rencontre va également permettre d'alimenter les échanges autour du processus de ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail. En tenant compte que la mission des organisations syndicales est la défense et la promotion des droits des travailleurs, le choix de ce thème est de grande pertinence. Dans ce sens, intégrer dans l'agenda des priorités syndicales la lutte contre la violence basée sur le genre et le harcèlement est crucial. Il me plaît de porter à l'attention de tous les participants ici présents que le processus en vue de la ratification de la Convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail est engagé par le ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier bien évidemment le ministère des Affaires étrangères. Ce séminaire de 2 jours favorise la promotion de l'égalité du genre et facilite les échanges sur les questions liées aux violences basées sur le genre. La mobilisation des médias et des réseaux sociaux reste un facteur déterminant pour combattre le phénomène. Nous nous rassemblons ici pour discuter et agir sur des questions qui touchent le cœur même de nos sociétés et de nos valeurs communes. La lutte pour l'égalité, la justice sociale et la protection des droits fondamentaux des femmes, l'éradication de la violence et le harcèlement sur nos lieux de travail, bref, la Convention 190 de l'OIT. Les syndicats ont donc un rôle crucial à jouer pour garantir que la voix des femmes soit non seulement entendue, mais aussi valorisée et intégrée dans toutes les discussions sur les droits des travailleurs. En nous engageant aux côtés de nos partenaires à ce séminaire, nous avons la certitude que nos partenaires auront des outils de promotion de l'égalité des genres, des outils pour faire accélérer la ratification de la C190. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 1 femme sur 3 est victime de violences physiques, psychologiques, domestiques, émotionnelles ou sexuelles. Ces victimes de VBG souffrent de troubles post-traumatiques, souvent durables et sévères. Pendant ce temps, personne responsable des marchés publics, chef de cellule de contrôle des marchés publics, cadre de l'autorité de régulation des marchés publics et de l'inspection générale des finances était en atelier à Semekodji pendant 3 jours. Il était question pour eux de valider l'audit indépendant des marchés publics des différentes autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2021. Suivez ici les explications du secrétaire permanent de l'ARMP sur la matière débattue. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodonou et Thibaut Rolwe. L'ARMP a entre autres mission de réaliser chaque année un audit indépendant des marchés publics en faisant recours à un cabinet indépendant. Alors, pour l'année 2021, il faut remarquer que nous sommes en 2024, certes, c'est parce que depuis plusieurs années, nous avons accusé de retard dans l'organisation des audits annuels. Sinon, normalement, c'est chaque année qu'il faut organiser ces audits. Alors, nous sommes inscrits depuis 2021 dans un processus de rattrapage. Et ce qui a fait que les audits non réalisés de 2018, 2019, 2020, 2021 sont en cours de réalisation. On a déjà pu, l'année dernière, valider les rapports de 2020. Nous sommes cette année donc en train de valider les rapports des audits des marchés publics au titre de 2021. Et 2019-2018 également sont en cours de réalisation pour que nous n'ayons plus au Bénin de retard dans la réalisation des audits des marchés publics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un contrôle a posteriori
de tout ce qui a été fait au cours de l'année 2021 par les acteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre en compte les 300 acteurs et autorités contratantes, mais on procède à un échantillonnage représentatif. Et donc, c'est cet échantillon qui a été pris en compte par le cabinet, qui a passé au peigne fin les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles qui ont été passés pour vérifier la conformité donc, des procédures qui ont été mises en œuvre par rapport à la réglementation d'une part, et d'autre part de vérifier si les réalisations, à travers la matérialité des réalisations, est conforme à ce qui a été commandité par l'État. Et donc, au terme des travaux du cabinet, les rapports ont été présentés aujourd'hui aux acteurs qui, une deuxième fois, doivent faire leur contre-observation. Et durant les 3 jours de travaux, ces acteurs ont pu comprendre ce qu'on leur a reproché, apporter les contre-observations possibles, appuyer des preuves qui seront analysées avant que le rapport définitif ne soit présenté au Conseil de régulation pour que le Conseil se prononce là-dessus, procède à la détermination d'un plan stratégique pour la prise en compte des recommandations du cabinet pour améliorer le système et éventuellement s'autosaisir en matière disciplinaire pour connaître des cas d'irrégularité suffisamment graves pour que les acteurs concernés puissent s'expliquer devant l'organe de régulation pour que désormais ces pratiques ne se répètent plus. Après Pobé dans le plateau en 2023, c'est le tour de Djougou dans la Donga d'abriter la première revue des activités de coordination des circonscriptions d'inspection pédagogique CCIP, ouverte mardi 6 août 2024 par le ministre Kwaro Yves Tchabi. Cette revue va permettre au corps d'encadrement de faire le bilan des activités menées, d'analyser les goulots d'étranglement, en tout en formulant des recommandations afin que les résultats escomptés dans le sous-secteur des enseignements secondaires soient atteints au regard, au grand bonheur plutôt des acteurs de l'éducation. Abdou Sabi Idrissou nous apporte les précisions. Ce que vous faites ici est capital pour le devenir de notre sous-secteur. L'amélioration des performances des structures du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au cœur de ces assises de Djougou, c'est la première revue des activités de coordination des circonscriptions d'inspection pédagogique du ministère au titre de l'année 2024. Pendant 6 jours, ces membres du corps d'encadrement pédagogique vont évaluer la mise en œuvre des lettres de mission des inspecteurs coordonnateurs. Au cours de ces quelques jours de travail, nous échangerons sur notre bilan du premier semestre de 2024, sur des communications et bénéficieront du renforcement de capacités. Par ailleurs, le nouveau positionnement de l'IGPM et des CCIP dans l'architecture des structures de notre ministère nous invite à des responsabilités plus grandes. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et des circonscriptions d'inspection pédagogique, grâce à votre expertise et à votre expérience, vous veillez à la mise en œuvre des directives nationales en matière d'éducation et de formation. Votre mission est de garantir dans nos établissements scolaires un enseignement de qualité, conforme aux standards nationaux et internationaux. Cette rencontre bilan qui revêt une importance capitale s'inscrit dans le cadre de la gestion axée sur les résultats et la mise en œuvre du plan de travail annuel 2024 du dit ministère. Depuis quelques années, notre système éducatif est engagé dans un processus de transformation qualitative. De nombreuses réformes ont été entreprises par le gouvernement béninois en vue d'inscrire notre système éducatif dans une dynamique de l'amélioration continue des acquis. C'est pourquoi je me réjouis des résultats scolaires de ces dernières années auxquels vous contribuez énormément, même si l'enthousiasme reste incomplet, tant qu'il existe des pleurs d'échecs enregistrés ici et là. Plusieurs communications sont prévues dans le cadre de cette revue. Il s'agit entre autres du fonctionnement des coordinations des circonscriptions d'inspection pédagogique et la préparation des journées pédagogiques de pré-rentrée 2024-2025. Coordination des circonscriptions
d'inspection pédagogique. Parakou a abrité mercredi 7 août 2024 la 4e réunion transfrontalière de lutte contre le charbon bactéridien entre le Bénin et le Togo. Cette rencontre qui a réuni les acteurs impliqués dans cette lutte a pour objectif de faire le bilan de plusieurs années de mise en œuvre de ce projet. À travers cet atelier qui marque la fin du projet de lutte contre le charbon bactéridien, les acteurs ont donné leur appréciation des actions menées dans les deux pays dans l'éradication de cette pathologie qui a longtemps mis en conflit, bien sûr, éleveurs et des populations dans le nord du Bénin et du Togo. Au terme des travaux qui ont duré un jour, les acteurs des deux pays ont évalué les possibilités de pérennisation des acquis de ce projet. Le reportage est signé Epiphane Tchabi et Socrate Dantoli. Cette rencontre bipartite entre le Bénin et le Togo est une occasion de faire le bilan de la mise en œuvre du projet de lutte contre le charbon bactéridien, une pathologie qui a longtemps ravagé petits ruminants, bovins, éleveurs et autres populations dans les deux pays. Financé par l'UEMOA, ce projet arrivé à terme va faire l'objet d'une évaluation profonde à travers cet atelier. La présente session nous permettra donc de faire le point de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la 3e réunion transfrontalière tenue au Togo, faire le bilan de l'exécution du projet de lutte contre le charbon bactérien dans chaque pays, dégager les acquis engrangés dans la lutte contre cette zoonose au cours des 10 dernières années, dégager les contraintes liées à la lutte contre le charbon bactérien afin de les lever ou, à défaut, de les aplanir, faire des suggestions et des recommandations en vue de renforcer les capacités de la lutte contre cette zoonose. Le charbon bactéridien constitue une zoonose majeure endémique qui a sévi dans les régions des savanes et la Kara au Togo. Le Bénin a connu la même situation et dans une synergie d'action, les deux pays sont arrivés à bout de la pathologie et comptent même pérenniser les acquis issus de la mise en œuvre de ce projet. Ce projet a permis, entre autres, aujourd'hui, de développer des compétences en matière d'identification de l'agent pathogène responsable de ce charbon que nous appelons Bacillus anthracis, mais surtout de pouvoir vacciner les bovins et les petits ruminants contre le charbon, de sensibiliser la population sur les comportements à risque pour éviter de contracter le charbon, d'identifier et de cartographier les champs maudits, les champs sur lesquels les animaux qui sont porteurs de la maladie sont morts avec des spores qui sont enfouis, de baliser ces champs pour éviter l'accès des animaux, mais également de la population à ces zones qui sont contaminées. Disons qu'aujourd'hui, au niveau du Togo, ce qu'on ressent, c'est que depuis 2014, il y a 0 cas de mortalité humaine. Depuis 2014. Et puis depuis 2020, il n'y a plus de cas de charbon bactéridien au niveau des animaux. Plus de foyers depuis 2020. Ensuite, on peut dire également qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu un changement de comportement de la population vis-à-vis de la consommation des viandes cadavériques. Il y a une prise de conscience. Au terme des travaux de cet atelier de Parakou, les participants venus du Bénin et du Togo repartent avec le sentiment de devoir accompli du fait des succès enregistrés dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà, il s'agissait du charbon bactéridien, une pathologie qui a longtemps sévi au sein des éleveurs et des populations dans le nord du Bénin et du Togo. La 8e édition des Jeux Intercampus du Bénin a officiellement démarré mardi dernier à l'université d'Abomey-Calavi, une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi parrainée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui réunit d'ailleurs les meilleures équipes des différentes universités du Bénin dans 5 différentes disciplines cette année. La cérémonie de lancement s'est déroulée sur les installations du terrain synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Compte rendu avec Candide Ouintor et Jocelyn Barriga. 14 différentes délégations issues des différentes universités du Bénin sont réunies ici à l'université d'Abomey-Calavi pour environ une semaine de compétition.
C'est la 8e édition des Jeux Intercampus, une compétition organisée chaque année par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Contrairement aux autres éditions, les Jeux paralympiques s'invitent au rendez-vous de cette année. Nous avons des talents cachés dans nos centres universitaires que nous voulons faire découvrir à tout le peuple béninois. C'est pour ça que cette année, nous avons invité les responsables de fédération pour qu'ils viennent détecter les talents. Mais la grande particularité, ce sont nos étudiants en situation de handicap qui s'intègrent totalement aux Jeux Intercampus. Nous avons démarré cette année et nous le ferons les années prochaines. Pour leur première apparition aux Jeux Intercampus, les personnes en situation de handicap vont se mesurer dans les disciplines du goalball et du handi-basketball. Pour les habitués de la compétition, ils ont droit aux disciplines classiques, à savoir le basketball masculin et féminin, le handball et le football masculin. À cela s'ajoute le Scrabble. Je voudrais que le fair play soit votre leitmotiv et que les jeux se passent très bien. Par ma voix, tous les étudiants ici présents s'engagent à faire preuve de fair play le long de tous les matchs, de toutes les compétitions qui se dérouleront lors de ces Jeux. À l'issue des 5 jours de compétition, les 3 meilleures équipes dans les différentes disciplines seront distinguées avec des médailles, des ballons et des trophées. Les meilleurs joueurs, buteurs et gardiens seront aussi primés. Pour les équipes qui ne seront pas sur les différents podiums, elles repartiront avec des lots de consolation. Nous parlons toujours sport. Le directeur départemental des sports de l'Atlantique et du littoral et les autorités de la commune de Ouidah ont procédé au lancement du tournoi entre arrondissements sur le gazon synthétique du complexe sportif de la ville. Le premier arrondissement s'est incliné face à son homologue du 2e arrondissement par un score d'1-3. Suivez le reportage de Jules Etcho présenté ici par Maël Leroux-Belou. Voici l'acte qui justifie le coup d'envoi du tournoi inter-arrondissement par le directeur départemental des sports Atlantique Littoral sur le gazon synthétique du complexe sportif dans la commune de Ouidah. L'arrondissement 1 jouait son homologue de l'arrondissement 2. Une partie de jeu bien entamée par les Noirs de l'arrondissement 2 qui mettaient la pression pour s'offrir les 3 points de la partie. Ce qui se concrétise avant la pause par un écart d'1-0. Après les 10 minutes de repos dans les vestiaires, le jeu reprend de fort belle manière, toujours pour les jeunes de l'arrondissement 2 qui marquent coup sur coup 2 buts. En parallèle à leurs adversaires de l'arrondissement 1 qui ont réduit le score en inscrivant qu'un seul but avant la fin de la rencontre. Les défenseurs ne donnent pas bien les passes. Et s'ils voient là, ils ne jouent pas avec leurs équipes, ils jouent comme ils veulent. Quand l'autre a la possibilité de frapper, l'autre dit de laisser, lui va jouer. Donc il fait ce que c'est eux qui vont marquer. On n'a pas bien joué. On n'arrive pas à garder le ballon dans les pieds. On jette ça. La politique du gouvernement étant de détecter les talents dans plus de 3 disciplines, l'organisation de ce tournoi permet aussi d'amuser ces jeunes enfants. Une idée fortement soutenue par le conseil communal de la ville. Après le passage d'avant-coup dans le cadre du championnat scolaire du 16 au 24 passé, nous voici encore dans les arrondissements du pays, dans toutes les communes, afin d'impacter également nos jeunes talents déscolarisés et apprentis et autres, afin de permettre à ceux aussi de se faire détecter, puisque le talent ne se trouve pas seulement à l'école, vous le savez très bien. Alors, nous voici enfin le tour du tournoi inter-arrondissement qui verra détecter les meilleurs dans les arrondissements afin de les amener au niveau communal. Je remercie d'abord le chef de l'État pour cette initiative que nous applaudissons à tout moment. D'avance, je remercie aussi le maire de la commune de Ouidah qui nous appelle toujours à répondre aux besoins, qui donnera toujours et qui continue de nous prouver
l'image ou bien la force que le chef de l'État est en train de faire envers la population de Ouida et puis son environnement. Troisièmement, je remercie aussi le directeur départemental qui vient de me sonner même ce matin de tout faire pour faire venir les enfants sur le terrain à l'heure. Les enfants mobilisés pour prendre part à ce tournoi ont tous apprécié cette initiative du ministère des Sports. Ils souhaitent sa tenue effective chaque année. La compétition dure 2 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est sur cette information sportive que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.